Vous êtes le seul à ne plus être croyant, à boire de l'alcool, à le dire. Vous voulez ma peau? Alors, Kamel Daoud, Zabor, le personnage principal de votre précédent roman, se demande s'il doit écrire ou se taire. Vous avez vite choisi. Aujourd'hui, on vous appelle l'homme révolté qui ne peut pas se taire. Ma biographie n'est pas aussi cohérente que vous la présentez. Bon, ça va dans tous les sens aussi quand on est dans la vie. Mais en même temps, juste d'un droit de parole, parce que je sens que c'est une question de dignité. Ce n'est pas à moi de fuir, ce n'est pas à moi de me taire. Je pense que, comme je le répète souvent en Algérie, celui qui ne peut pas mourir à ma place ne peut pas vivre à ma place. Donc, c'est à moi de parler. Alors, vous vous attaquez au système Bouteflika, on en parlera, et aux islamistes. Et je ne suis pas sûr que votre nouveau livre, Le peintre dévorant la femme, publié chez Stock, vous réconcilie avec les islamistes. C'est publié dans une collection qui s'appelle Ma nuit au musée. L'idée consiste à enfermer un écrivain une nuit dans un musée, et vous avez choisi le Musée national Picasso à Paris. Pourquoi ? C'est une idée à laquelle on ne peut pas résister. De toute façon, passer une nuit tout seul dans un musée, donc ça fait de vous un écrivain, même si vous ne l'êtes pas. Donc, j'ai accepté parce que, bon, on m'avait proposé, suggéré plutôt Picasso. Je me suis dit, c'est une belle expérience. Moi, qui n'ai aucune culture picturale, d'art, de peinture, donc je vais être obligé à trouver du sens là où les autres croient l'avoir trouvé. Alors, cette situation en particulier vous inspire un personnage un peu de fiction qui est en filigrane dans tout le livre, celui d'un djihadiste, pour qui la femme, vue par Picasso, est une anticipation scandaleuse de la femme rêvée au paradis après la mort, un péché, une désobéissance en quelque sorte. Effectivement, je voulais d'abord enquêter sur mes propres obsessions intimes et puis sur le rapport pathologique que nous avons à l'image. Ça va de la destruction des statues à l'attentat contre la vie d'un caricaturiste. Je veux dire, pourquoi l'image trouble? Pourquoi elle fait mal? Pourquoi on se sent agressé par l'image? Et c'est une enquête autant sur ma propre personne, sur mes croyances, sur les fondements de ma culture, que sur un personnage que je voulais radical pour justement aller à l'essentiel. Alors, pour le djihadiste, il faut mourir pour combler le désir. Et pour Picasso, il faut mourir de désir. L'un et l'autre vont dans deux sens complètement différents. Mais les deux espèrent la même chose, c'est mourir dans une sorte d'orgasme fabuleux et permanent. Mais l'un le veut maintenant, le veut tout de suite, le veut partout, tout au long d'une vie, et l'autre, il sursoit par la mort. Et j'ai trouvé cette mise en sursis de l'orgasme comme quelque chose de fascinant à exploiter et à explorer. Alors, vous vous insurgez contre l'hypocrisie des terroristes qui tuent les mécréants au motif qu'ils boivent du vin et qu'ils forniquent, tout en espérant en fait le grand paradis d'Allah où ils vont boire du vin et forniquer finalement. C'est la maladie de tous les monothéismes. De toute façon, ils se ressemblent. Donc, autant au XIVe siècle, c'était le christianisme qui était en haut de la liste de la haine du corps, autant maintenant, c'est les islamistes qui sont en haut de la liste. Mais j'ai trouvé qu'autour de la Méditerranée, qui est un espace magnifique, qui est un éloge permanent de la lumière et du corps, on ait pu développer des visions d'ombre, des visions de déni, des visions de haine du corps. Dans ce livre, je dis que les religions sont devenues les autodafés du corps. Ils préconisent une sorte de salut par la trahison du corps, alors que c'est notre seule fortune. C'est ce que vous possédez et ce que je possède. Alors, vous établissez un lien direct entre la misère sexuelle et la montée du radicalisme religieux. Vous dites, tant que les religieux auront le monopole du discours sur le sexe, nous ne guérirons pas. C'est ce que je pense. D'abord, dans les sociétés dites arabes, et même ici, il faut qu'on arrache le discours sur la sexualité et la mort aux religieux. Je ne comprends pas pourquoi un religieux a le droit de discourir sur la sexualité tout le temps, de l'épilation à la hauteur du talon, et dès qu'un intellectuel le fait, on l'accuse d'essentialisme, on l'accuse de trahison de sa propre communauté. Vous dites en fait, l'érotisme est une clé de ma vision du monde. C'est revenir à l'essentiel. Avant toute chose, on est désiré et désirable. Si on perd les deux, on perd tout. Donc, pour moi, l'érotisme, ce n'est pas exclusivement l'expression sexuelle, ça va au-delà. Je parle de misère sexuelle, mais je parle aussi de misère culturelle. Quand on n'a pas accès à un ballet, à un théâtre, à une piscine, à un livre, à une salle de cinéma, on est dans une misère érotique. On perd le lien de désirant et de désirable vis-à-vis du monde, et ça, c'est important. Alors, le rapport à la femme est pour vous, finalement, une sorte de baromètre des civilisations.
C'est ce que je vous jalouse chez vous, malgré toutes les... Je n'idéalise pas outre mesure l'Occident, je ne suis pas naïf, mais en même temps, je me dis, c'est quelque chose que j'ai conclu un jour. J'étais en Suisse italienne, on est sorti le soir après un festival et j'ai vu des femmes se promener et je me suis dit, c'est leur seule avance sur nous, c'est la liberté des femmes, qu'on ne le veuille pas, avec toute mesure gardée. Alors, vous dites, l'orgasme n'est pas une traîtrise, il n'est pas un concept de l'Occident, c'est un droit universel. C'est très simple. Lorsqu'on est un intellectuel entre deux passions et deux cultures, entre une terre et une culture que l'on regarde de loin, entre l'Occident et le Maghreb, on est toujours soit on fabrique de vous le dissident en Occident, parce que l'Occident aime fabriquer des dissidents, soit on fabrique de vous le traître de l'autre côté. Ouais. Et le casting est très simple. Ceux qui représentent l'authenticité, l'identité, la spécificité culturelle sont devenus les religieux et les conservateurs et les populistes. Et nous qui défendons des valeurs universelles, non seulement occidentales, comme l'orgasme, comme la liberté, le droit du jouissance au corps, on est assimilés à des agents de l'Occident. Donc on se retrouve dans une situation de crise permanente. Alors, le 13 décembre 2014, dans On n'est pas couché, vous dites que la religion est un frein au développement du monde arabe. Une fatwa est lancée contre vous. Un imam salafiste réclame votre mort pour apostasie et hérésie sur Facebook. Il y a eu combien de likes ? Ça, il faut lui demander à lui. Bon. Non, mais j'estime que me mettre en avant par rapport à d'autres qui souffrent dans cette géographie-là, c'est indécent. Je pense qu'une lycéenne kidnappée par Boko Haram a plus de légitimité que moi de parler un petit peu de martyrs, de souffrance et de menaces. Mais en même temps, on est dans une situation où lorsqu'on défend son avis, on est toujours attaqué. Et ce que je disais à l'époque, c'est que je pense que les gens ont le droit de choisir un Dieu, mais ils n'ont pas à l'imposer aux autres. Et donc, c'est ce que dit mon personnage dans Meursault, ouais. La religion, c'est un transport collectif que je ne prends pas. Donc, il est... Chercher un Dieu... Croire l'avoir trouvé, l'adorer, en faire le centre de sa vie, c'est tout à fait légitime. Je me bats pour que les gens puissent avoir cette liberté-là. Mais en même temps, je me bats pour que ceux qui l'ont trouvé ne l'imposent pas aux autres. On est bien d'accord. Alors, le 31 janvier 2016, vous publiez une tribune dans Le Monde au sujet des agressions sexuelles à la gare de Cologne pour le Nouvel An. Vous dites que les immigrés ont échappé à leur géographie, mais c'est pas parce qu'ils viennent ici qu'ils échappent à leur culture. Non, c'est un appel aux miens d'abord. C'est une tribune qui a été publiée en Italie, reprise en Allemagne, en Angleterre, en Suisse. Elle n'a pas provoqué autant de bruit. Mais publiée en France, ça a été l'explosion. Ça en dit aussi beaucoup sur votre pays. Ouais. Et sur comment on perçoit les choses et sur les dénis qu'on entretient dans votre pays. Ouais. Donc, ce que je disais, c'est un texte en deux parties. Je disais que, d'un côté, ceux qui ferment les portes chez vous seront obligés un jour de tirer par les fenêtres. Il faut l'assumer. Je défends l'idée d'une solidarité universelle. Mais d'un autre côté, être dans l'angélisme et accueillir et croire être absous du reste, ce n'est pas vrai. Parce que je ne comprends pas que quelqu'un puisse échapper à un pays en guerre pour chercher la liberté, mais que cette liberté-là veut pour lui et pas pour sa femme qui marche derrière. Donc, il faut participer à la liberté que l'on cherche et il faut la défendre pour tout cela qu'on accueille. Alors, bravo. 3 jours après cette colonne, donc, dans des journaux européens, un groupe d'intellectuels français vous taxe d'anti-humanisme, d'islamophobie, et sous le choc, vous songez à arrêter vos chroniques, parce que se faire allumer par les islamistes, c'est une chose, mais se faire allumer par des intellectuels français, c'est quand même très grave. C'était la goutte qui faisait, disons, déborder le vase. Ouais. J'ai subi, en même temps, c'est un caprice de riche, le succès de Meursault contre enquête qui était énorme, je ne l'attendais absolument pas. Ma parole devenait un peu plus surveillée, donc j'étais devenu un médiatique, alors que j'étais avant un journaliste. J'étais entre deux mondes, entre deux cultures, et je perdais contrôle sur ma propre parole. Donc je voulais revenir à ma passion essentielle, qui était la littérature. Qu'il y ait des réactions ici, bon, les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent, mais moi je vis là-bas. Et d'un autre côté, qu'on m'accuse de ne pas pouvoir et de ne pas avoir le droit de parler de mon réel au nom d'une sorte de rente postcoloniale, au nom d'un confort, au nom de credo universitaire, ça je le refuse. On est en train de réinventer le politiquement correct et de le radicaliser quelque part. Le postcolonial est une rente universitaire, est une rente victimaire, est une rente de confort. Je n'absous pas la colonisation, mais je dis qu'il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on parle du présent. En 62. Oui. Exactement. Et donc je refuse que je sois l'illustration d'un discours postcolonial où je joue la victime, mais qui se tait. Je parle de mon réel et de mon présent et maintenant, et je parle comme je veux. Alors, on vous a traité effectivement
d'islamophobes, de collabos, de harkis, de sionistes, d'apostats, de traîtres, d'agents de l'Occident. Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus mal, Kamel? Ce n'est pas l'insulte qui me vise, c'est l'insulte qui vise les miens. C'est ce qui fait le plus mal, parce que moi j'assume peut-être plus ou moins la facture, peut-être avec vandalisme, avec vanité, mais quand ça touche les miens, cela me blesse. Et puis je n'aime pas qu'on doute de ma bonne foi. Je suis quelqu'un qui essaie de trouver des réponses, qui essaie de construire des réponses. Je n'aime pas qu'on dise que je fais ça pour avoir des papiers en Occident. Ouais. Je n'aime pas qu'on dise que je fais ça pour vous plaire à vous, occidentaux, parce que de toute manière, moi je ne veux pas être vous, je veux être mieux que vous. Alors, dans votre propre famille, on vous traite de brebis galeuse. Vous êtes le seul à ne plus être croyant, à boire de l'alcool, à le dire. Vous voulez ma peau? Non, je pense que c'est de l'ordre de l'intime. C'est quelque chose qui n'est pas... Je ne suis pas obligé d'illustrer mon indépendance parce que je bois de l'alcool ou pas. Je pense que c'est de l'ordre de l'intime. Je défends le droit de boire de l'alcool et je défends le droit de dire non aussi. Oui. Donc il ne s'agit pas d'être dans la caricature du dissident qui est contre une société. C'est que juste je défends la dignité de faire mes propres choix et de ne pas avoir à les justifier. Alors, vous êtes admiré par de nombreux Algériens pour votre liberté de ton, aussi bien contre les islamistes que contre le président Bouteflika. Quand vous parlez du président Bouteflika, vous parlez de momie, et quand vous parlez des Algériens, vous parlez de peuple zombie. Qu'en est-il de l'Algérie aujourd'hui? Très difficile. Vous savez, il y a une très belle phrase de Borges qui disait que la religion est peut-être une branche de la littérature fantastique. Je pense que l'Algérie est une branche du polar. Et on ne sait pas. C'est un roman où on sait qui est mort, où on sait qui a tué, mais qu'on continue à lire tout le temps et tout. C'est un pays qui devient totalement indéchiffrable pour les siens aussi, et pas uniquement pour les autres. On est dans une sorte de système de régence. Quand je parle de Bouteflika ou d'autres, je parle aussi de moi-même. Un système ne tient pas en l'air. Un système repose sur des gens. Bien sûr. Et il y a en Algérie autant, je reprends la formule d'un ami, autant d'abus de pouvoir que d'abus d'obéissance. Alors, la décolonisation, certes, a été très violente en Algérie, mais il y a cette pesanteur qui perdure. Vous dites des lieux où les morts gouvernent les vivants. Effectivement, en Algérie, nous avons le culte du passé, le culte des morts. Les rues portent, toutes les rues ont des noms de morts. On n'a pas de rue de nom d'écrivains. Par exemple, je défends ma corporation, ou d'artistes, ou d'hommes célèbres. C'est très, 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 très rare. Donc, je suis venu au monde dans un monde qui ne parle que de morts, où la meilleure partie de la vie est celle qui a été dérobée, qui était avant. Donc on est dans ce rapport à la mort que je trouve morbide. Il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on s'occupe du présent. Il faut qu'on soit responsable de maintenant. Il y a une tentation victimaire où on accuse la colonisation de tous les maux, alors que 62, c'était il y a longtemps. Oui, ce que je veux dire, et je répète ça souvent en Algérie, c'est que s'il y a des gens admirables qui sont morts, ils sont morts pour que je sois vivant. Ouais. Ils sont morts pour que je sois libre. C'est indigne de ma part de ne pas l'être. Et j'ai une énorme admiration pour les gens qui ont sacrifié leur vie pour que je sois là, maintenant, accueilli, applaudi par des gens, interrogé par vous. Donc c'est quelque chose dont je dois agir. Je ne suis pas obligé de mourir. Et il nous est impératif de sortir du post-colonial pour assumer le présent. Alors, l'économie algérienne ne va pas bien. Où est passée la rente pétrolière? Parce que ça fait quand même 30 milliards d'euros par an. Est-ce qu'elle est en Suisse? Est-ce qu'elle a servi à acheter la paix sociale? Où est l'argent? Écoutez, je ne l'ai pas pris, mais... Il y a des gens qui l'ont pris. C'est possible. On a une corruption faramineuse en Algérie. C'est lié à une économie de rente. Donc, il y a du pétrole, il y a de la corruption, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas aussi d'engagement social pour surveiller les dépenses publiques. Et c'est vrai que c'est un pays qui fait mal parce qu'il est splendide, il est grand, il est magnifique, il est bien situé, il est riche. Mais, comme disait un diplomate étranger, c'est un pays qui se pose des lapins lui-même. Alors aujourd'hui, la rente va au gouvernement qui laisse l'espace public aux islamistes, parce que c'est vrai que c'est plus rentable de laisser les islamistes gérer la société que de dealer avec les démocrates. Un croyant est beaucoup plus docile qu'un citoyen. Il demande moins de comptes. Ouais. Ce qu'il veut, c'est le paradis, c'est pas la cité. Oui. Donc on est dans cette équation-là. Et c'est vrai qu'il y a une partage de tâches, mais pas uniquement en Algérie. Ça se voit en Égypte, dans d'autres pays, dans le monde dit arabe, dans le sens où on délègue la gestion de l'espace
aux croyances, plutôt à des religieux ou à des islamistes. Je ne parle pas de religieux au sens vocation, mais de religieux avec des projets politiques. Et on s'occupe de la rente. C'est une sorte de pakistanisation des sociétés. Donc il y a une nomenclature très riche, qui vit d'une manière très moderne, qui vient chez vous, que vous logez, que vous nourrissez aussi. Et de l'autre côté, il y a une population qui s'occupe du paradis au lieu de s'occuper du pays. Très bien. Que va-t-il se passer à la mort de Bouteflika ? Je ne sais pas. Franchement, personne ne peut vous dire quoi que ce soit. En Algérie, on a beaucoup d'humour. Donc, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va se passer. Cela fait très, très, très peur. Est-ce que, comme chez les Castro, le frère de Bouteflika, Saïd Bouteflika, risque de prendre le pouvoir ? On est dans une situation, comme vous, en Occident, où on commence à lâcher la notion, l'idéal de démocratie au profit de celui de sécurité. Michel Tournier, un écrivain que j'admire beaucoup, disait dans son journal intime, Extime, il disait dans la prison, certains voient les barreaux, d'autres voient la toiture. Donc parfois, les gens font le choix de la stabilité. Et on le comprend. Quand on voit à côté la Syrie, l'Irak ou la Libye, les Algériens ont peur, renoncent à leur liberté pour pouvoir avoir la sécurité. Et c'est une équation qui se pose en Occident aussi. Alors, en 2002, Georges Bensoussan publiait « Les territoires perdus de la République ». Son livre a été accueilli exactement comme votre papier dans Le Monde par les intellectuels français. 16 ans plus tard, Martine Aubry, Gérard Collomb reconnaissent officiellement l'existence de territoires perdus de la République. 16 ans plus tard, est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Est-ce que vous pensez qu'on va vers la partition en France ? Non, je ne pense pas. Je pense que chez vous, vous avez une possibilité encore de salut solidaire. Vous savez, je suis très attentif à la gestion de l'islam en France. Pourquoi ? Parce que si vous arrivez à provoquer une sorte de réforme à l'intérieur de l'islam, une sorte d'universalisation de l'islam, mais pas en tant que religion, mais que cette religion, que ces coreligionnaires acceptent cette religion. Un aggiornamento, quoi. Exactement. C'est utile pour nous, parce que ça va avoir un effet de traction pour nous consolider de l'autre côté. Mais si vous perdez, nous perdons deux fois. Il y a peut-être une dernière chose à laquelle je pense là, c'est la question Colombo. Avant de vous quitter, il y a un dernier truc. Vous continuez, malgré la menace, à vivre à Oran. Vous dites, pour rien au monde, je ne quitterai l'Algérie. À ce moment-là, pourquoi ne pas devenir le prochain président de la République algérienne ? Écoutez, il faut avoir derrière soi une armée, beaucoup de pétrole, beaucoup d'alliés à l'étranger, et moi je ne sais qu'écrire. Donc c'est pas un métier facile, c'est un métier dangereux, c'est un métier où on perd sa vie très tôt, ou on doit le faire à vie. Donc c'est très difficile. Enfin, en Algérie, on n'arrive pas à trouver un président, et vous n'arrivez pas à trouver des ministres. Donc, Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.